Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. Les États-Unis sont très proches d'un accord avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, annonce à l'instant de Donald Trump depuis Dubaï. Sans plus de précision, le président américain affirme que l'Iran en a plus ou moins, je cite, accepté les termes. Les cours du pétrole ont immédiatement chuté. On écoute Donald Trump. Nous sommes très proches d'un accord. Nous négocions très sérieusement avec l'Iran pour une paix sur le long terme. Et si nous y arrivons, ça sera fantastique. Si tu ne vas pas à Istanbul, alors moi non plus. Volodymyr Zelensky ne sera pas dans la ville turque aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine a aussi décliné l'invitation. Reste que les délégations ukrainiennes et russes vont se parler directement pour la première fois depuis 3 ans, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Pour se dire quoi, on va y revenir dans le journal de 11h. Aujourd'hui dans Parlons-en, je vous propose un témoignage fort et sensible du genre à vous habiter longtemps après l'avoir lu. La réalité intime d'une vie publique passée sous les lumières des plateaux de tournage. Une vie marquée par les violences sexuelles mais aussi par la volonté extraordinaire de ne pas se laisser engloutir ni par la violence ni par la haine envers les hommes. Cette vie c'est la vôtre, Anouk Grimbert, vous la racontez dans un livre coup de poing. Merci beaucoup d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Anouk Grimbert. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes comédienne de théâtre et de cinéma. Vous peignez et vous écrivez. Vous signez Respect aux éditions Julliard. Ce n'est pas votre premier livre, mais c'est évidemment le plus personnel. Livre qui est autant glaçant que lumineux, dans lequel vous décortiquez ce que les violences sexuelles que vous avez subies, comme celles qu'ont subies des millions de femmes dans le monde, font au cœur et au corps, à perpétuité. On va y revenir dans un instant. Gérard Depardieu a été condamné avant-hier à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur 2 femmes en 2021 lors du tournage du film Les Volets Verts. Il a fait appel de ce jugement. Il se trouve que vous jouez dans ce film Anouk Grimbert et que vous étiez sur ce tournage. Qu'est-ce que ce jugement vous inspire ? Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. J'ai l'impression que ça signe quand même la fin de l'impunité, en tout cas de l'impunité de cet artiste dont on disait qu'il était un monstre sacré, qui était quand même avec la complicité du silence de ce milieu, était devenu un monstre tout court. Il agressait les femmes tous les jours. Là, il y en a 2 qui ont porté plainte, mais il y en a des centaines ou peut-être des milliers qui n'ont pas osé dire la vérité, qui n'ont pas osé porter plainte et qui sont pourtant atteintes dans leur chair, dans leur âme, jusqu'à la fin de leur jour par le mépris que cet homme distillait en elles, quoi. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que Depardieu s'était adjoint les services d'un avocat ignoble, mais vraiment ignoble, immonde, d'une vulgarité qui va jusqu'au ciel, et d'une vulgarité, d'une agressivité, et il n'a pas cessé durant le procès d'agresser les victimes qui avaient déjà été agressées vraiment violemment par Depardieu. Et là, c'est bien qu'il y ait un signal fort qui est donné à cet homme de pratiquer son métier avec plus de morale et plus d'humanité, quoi. On voit derrière vous l'image d'Amélie qui était l'une des 2 plaignantes. L'idée, effectivement, que les victimes des violences sexuelles souffrent à la fois toute leur vie et souffrent plusieurs fois. C'est cette idée de victimisation secondaire. C'est rarissime qu'un jugement en fasse mention. C'est important ? Oui, c'est très important. C'est très important parce que le droit à la défense doit pas être le droit d'humilier, doit pas être le droit de salir les femmes. Et cet avocat, Maître Assous, j'ai même du mal à dire maître tellement il rampe par terre, quoi. Il rampe. Il ne produit que du vomi. C'est lui derrière vous.
Pardon ? C'est lui derrière vous, je le dis pour... Ouais, qui est gominé, qui met du mascara, mais qui a la haine en lui, il a le diable en lui. Et ça n'aide pas à ce que la vérité soit enfin entendue, reconnue, ça n'aide en rien. Et évidemment, la victimisation secondaire, c'est un terme qui n'est pas si récent et c'est très peu fréquent que la justice... le fasse valoir, c'est quand les avocats... C'est la double avocats... peine d'une certaine façon. C'est la double peine, c'est-à-dire que non seulement une femme est agressée, mais elle est agressée au moment du procès. On la traite de folle, de menteuse, d'hystérique, voire de pute, en tout cas, on la tient responsable de l'agression qu'elle a subie. C'est au titre de l'attitude de son avocat, entre autres choses, donc Maître Assous, que le tribunal a accordé aux victimes des indemnisations supplémentaires sous forme d'amende. Un avocat qui n'a pas changé d'un iota à sa ligne, y compris après la condamnation en première instance, dont on rappelle que Gérard Depardieu fait appel. Il l'a redit après le procès. Les deux plaignantes ont menti. Gérard Depardieu, a-t-il dit, était condamné avant même d'être jugé. Et ça fait référence à Anneau Grimbert, à la première ligne de votre livre, que vous avez écrit avant, bien sûr, ce jugement. Dans ce monde, je vous cite, « Malade de son pouvoir et de ses secrets, dire d'où vient le mal reviendrait à faire le mal ». Oui, mais si ce n'est que le jugement dit l'inverse. Là, les plaignantes ont été entendues pour une fois. Pour une fois, c'est pas une affaire classée sans suite. Et je crois que ça tient pas seulement à la figure de star de Depardieu. Ça tient d'abord à la répétition de ces agressions. Il y a, je sais plus combien de plaintes qui ont été déposées. Il y a combien de femmes qui l'ont... Une vingtaine. Il y en a combien qui n'ont pas porté plainte parce qu'il y avait prescription ou parce qu'elles avaient peur. Mais enfin, c'est un agresseur avéré. Et moi, qui ai travaillé avec Depardieu, je le sais, je l'ai vu. Il est toute la journée, comme on a vu dans le complément d'enquête. Et il est en toute impunité avec la complicité du milieu qui ricane des souffrances qu'on inflige aux femmes. On a fini de ricaner, vous pensez ? Bon, il y a quelques crétins irrécupérables, quelques queutards qui se croient vraiment tout permis sur cette terre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une prise de conscience. Je crois que les hommes... je ne sais pas s'ils comprennent le mal qu'ils font quand ils nous agressent. Ça, je ne sais pas s'ils mesurent l'ampleur des dégâts. Mais au moins, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur et qu'ils se tiennent. Et en effet, un homme, ça doit se tenir. Pourtant, au procès, on a entendu comme deux mondes qui étaient incapables ni de s'entendre, ni de s'écouter. On retiendra le témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez tourné, Fanny Ardant, qui d'ailleurs en ce moment fait tourner son ami Gérard Depardieu, qui a eu ces mots, qui est venu soutenir Gérard Depardieu à l'audience et qui a eu ces mots « on peut dire non » à Gérard. Avec ces mots-là, on touche aussi à quelque chose de fondamental, qui est celui de la question de la culpabilité des victimes. Oui, mais bon, Fanny Ardant, elle est un peu comme ces femmes de pouvoir qui ont tellement ingurgité la loi masculine, la loi de la domination, qu'elles en sont elles-mêmes les actrices. Et elle est venue là, du haut de sa superbe, défendre son ami. Moi, je comprends qu'on défende son ami, c'est sacré, l'amitié. Ce que je trouve moins merveilleux, c'est quand finalement on conforte son ami dans le déni qu'il a des agressions qu'il commet. Ce qu'elle fait, elle, en disant « mais non, c'est un homme génial, il est juste éruptif, volcanique. » et bon. Non, il met des mains au cul, il parle de moules, de bites, de chatte. Il est extrêmement agressif avec les femmes et sans s'en rendre compte. Au procès, il disait « mais qu'est-ce que c'est une agression sexuelle ?» C'était son procès quand même. Il aurait pu au moins se renseigner sur ce que c'est qu'une agression sexuelle. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il est dans un déni si profond. Et Fanny Ardant, comme d'autres qui le soutiennent,
Enfin, ou plutôt qui excusent ces agressions. Je crois vraiment qu'ils ont tort. Ils ont tort devant Gérard, qui au mieux mérite de se reconnecter avec ce qu'il a d'humain en lui et d'honnête en lui, et de pouvoir dire ok, j'ai merdé, quoi. Je savais pas que j'avais pas le droit, et je m'excuse, mesdames. Mais les gens qui soutiennent les agresseurs ont aussi tort, parce qu'il y a un mouvement très important qui est né il y a 6-7 ans, j'en sais rien, le MeToo. C'est un mouvement colossal qui pourrait réformer nos relations entre hommes et femmes, et il ne faut pas aller contre ce mouvement qui est un mouvement de vie, un mouvement très vertueux. Vertueux, c'est pas contradictoire avec la joie, avec la rigolade, c'est juste que mettre un peu d'égalité dans les rapports, c'est joyeux. Et c'est pas un mouvement contre les hommes, on y reviendra. Vous avez assisté, encore un mot sur ce procès, vous avez assisté aux audiences. Et à un moment, les débats, enfin si on peut qualifier ça des débats, vous ont mis très en colère. Vous avez eu un cri, on vous a évacué de la salle. Vous parlez d'une forme de dégoût que vous avez ressenti. J'ai pas vraiment crié, j'ai fait... Je supportais plus ce tapis de mensonges que Assous, que l'avocat de Depardieu déroulait avec une agressivité insupportable. Et puis il me prenait à partie, moi, dans la salle, alors que j'avais pas le droit de dire un mot, parce que c'est comme ça, le public a rien le droit de dire. Il est vraiment sans foi ni loi, cet homme. En effet, on m'a viré, mais comme on m'a viré de la salle. On fait taire les femmes. C'est pas... on fait taire les femmes qui savent la vérité. Parce que, en tout cas, dans cette salle, je la connaissais, la vérité. J'y avais assisté de nombreuses fois. Il se trouve que vous dénoncez depuis longtemps le comportement de Gérard Depardieu. Il est des voix dans le cinéma qui n'ont pas compris pourquoi vous aviez accepté de tourner avec lui en 2021. À ces voix-là et à d'autres, ce livre est une forme de réponse? J'ai pas entendu ces gens qui ne comprenaient pas que j'avais travaillé avec Depardieu. J'ai jamais entendu ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ce metteur en scène avait très envie de travailler avec moi, et il m'avait déjà proposé un film des années avant, j'avais pas pu le faire. Celui-là était joli, a priori, finalement il est pas si bien que ça le film, mais il était à l'origine, il racontait un vrai truc, on me proposait un vrai rôle. Je vois pas pourquoi moi je m'effacerais devant quelqu'un qui est dégoûtant. C'est au dégoûtant de s'en aller, ou au dégoûtant de se tenir. Après, est-ce que ce livre répond à ces accusations? Je crois qu'il répond à... Il répond pas à ça, il répond à tant d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il se trouve que Gérard Depardieu, vous le connaissez bien, effectivement, vous l'avez dit depuis longtemps. C'est un film de Bertrand Blier qu'il a révélé en 1974, Les Valseuses. On reparlera de votre relation avec Bertrand Blier dans un instant. Vous dites à propos de Depardieu et de Blier, avant d'agresser les femmes sur les tournages et dans la vie, Depardieu l'avait fait dans les films et il en avait récolté des lauriers. Blier a découpillé sa violence envers les femmes et il en était fier. Oui, ils ont été une paire de délinquants. Et Bertrand Blier avait un imaginaire... il se délectait d'humilier les femmes. C'était un divertissement pour lui. Et je pense qu'il a trouvé en Depardieu un alter ego, ou en tout cas un partenaire pour... agresser les femmes. Dans Les Valseuses, le film commence avec un Depardieu qui pourchasse une vieille dame terrifiée parce que Depardieu lui montre la menace de lui toucher le cul avec son doigt. Le
le film ne fait qu'égrener des violences. Miu Miu est traitée de conne tout le temps, elle est baisée comme un objet, elle est traitée comme un objet. Il y a une scène vraiment tellement douloureuse où on voit ces deux hommes qui têtent une femme dans une Micheline et qui se fait quasiment violer. Et là, vraiment, la question du consentement, elle est très, très présente, quoi. C'est que une femme agressée qui ne dit rien, qui se laisse faire, n'est pas forcément consentante. Elle est juste sidérée, pétrifiée. Elle est objectivée. Elle devient un objet pour ces hommes. Et Blier, ça le faisait rire, ça. Ouais. Dire qu'on ne ressort pas indemne de la lecture de Respect, le livre que vous avez signé, peut paraître une expression galvaudée, mais c'est un fait. Hein. Ce texte est en partie le récit glaçant d'une vie marquée par les violences sexuelles. Cette vie, c'est la vôtre, Anouk Grimbert. Un viol à 7 ans, un inceste à 12 ans, l'omerta dans votre famille, une série inimaginable d'agressions sexuelles et de relations toxiques qui vous ont amené à vous haïr, c'est ce que vous écrivez, et avoir peur du monde. Vous les avez tues longtemps, publiquement. À quel moment cette envie de dire, de l'écrire publiquement, est-ce que ça correspond pour vous ? À quelle urgence, à quel besoin ce livre répond ? J'ai en effet été vraiment très souvent agressée depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, parce que souvent la première violence creuse le lit d'autres violences, et ce qui fait partie de la violence sexuelle, c'est le silence qu'on vous impose, c'est la bouche qu'on vous coud pour taire ça. C'est cette espèce de folie dans laquelle on vous enferme, on vous traite en folle et on vous fait taire. J'ai vécu comme ça. Quand je dis qu'on vous fait taire, c'est pas seulement le monde qui vous fait taire, c'est vous qui vous taisez. Il y a quelque chose. La soumission, c'est pas seulement les autres qui vous l'imposent, c'est soi qui. On n'a plus que cette solution. On n'a plus que la solution de vivre en écrasant les souvenirs, en écrasant la vérité au fond de soi, en l'écrasant si fort qu'on ne sait même plus de quoi on est fait et ce qu'on a vécu. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie, il y a 1 an, où le silence, c'était plus possible. Je pouvais plus vivre sous la loi du plus fort. Je pouvais plus vivre longtemps comme ça. En fait, le hasard de la vie a fait que dans un moment où j'étais très heureuse, j'avais plein de projets, je faisais plein de trucs, j'étais très vivante. Et puis, boum, une maladie grave me tombe dessus. Une maladie qui fait qu'on frôle la mort. En tout cas qu'on se bagarre contre. Et cette maladie-là m'a mise en vie comme jamais avant. J'avais une patate. Et cette patate, cette niaque, s'est accompagnée de façon très virulente d'un besoin de faire la clarté dans ma propre vie, de ne pas mourir empoisonnée et pas de cracher le poison, parce que écrire c'est pas cracher, mais c'est comprendre ce qu'on m'a fait, comprendre et comprendre aussi en quoi j'y ai participé. Oui, non, bien sûr, vous racontez qui sont les hommes qui vous ont détruite. En partie, mais surtout, et c'est ça qui est très singulier, c'est que vous essayez de comprendre, enfin d'expliquer et peut-être de vous expliquer à vous-même, chemin faisant, comment vous avez participé à votre propre démolition. Oui, mais parce que le viol, pour moi, ça s'est passé. J'étais une enfant, j'avais 7 ans. Quand ça vous arrive, ça, c'est tellement violent.
tellement incompréhensible ce qui vous arrive que c'était, comme pour la plupart des gens, quelqu'un que je connaissais bien, en qui j'avais confiance, que j'aimais beaucoup. C'était quasiment mon père de substitution. Et quand ça arrive, on ne peut pas encaisser cet enfer. Alors il y a quelque chose qui se passe en vous, qui est comme le cerveau débranche, on se dissocie de soi, parce qu'on ne peut pas encaisser ça. Et moi, en tout cas, je suis devenue comme une pierre. Je sentais plus rien, plus aucune commande ne répondait. Je voulais hurler, il n'y avait pas un son qui sortait. Je voulais évidemment fuir. J'étais paralysée. Ça a duré longtemps, 1 heure presque. Et puis, ce viol-là, j'ai essayé de le dire à mon père. Il n'a rien compris. Il m'a ramené chez le violeur. Et un viol comme ça, l'inceste, quelques années plus tard, vous apprennent de façon... vous apprennent le mépris de vous. Et on a l'impression que on ne peut plus... Ça change tout le rapport au monde et aux autres. On n'est plus rien qu'un objet. Et on s'offre en pâture aux autres, croyant que c'est la seule solution pour avoir une place sur la terre, pour être considéré comme vivant et pas une loque. Et on passe son temps à tricher, à faire semblant, à faire croire à tout le monde qu'on va bien, à faire croire à toutes les femmes, à tous les hommes qu'on est la femme la plus libérée du monde, alors qu'on est brisé à jamais. C'est pas pour rien que vous êtes devenue actrice? C'est peut-être pas pour rien que je suis devenue actrice. Je pense que j'ai appris très jeune à être double, à me dédoubler, à faire comme si... Après, il se trouve que quand on fait vraiment le métier d'acteur, jouer, c'est pas que faire comme si. Jouer, c'est être dans une vérité. Et peut-être que le jeu m'a permis de pas vivre complètement en dehors de moi-même. Et parce qu'en fait, il faut être très aligné pour jouer, très vrai. Aujourd'hui, on appelle ça le processus de dépersonnalisation. Des millions de victimes racontent ce même processus. Vous appelez ça la pierre, vous l'avez dit, qui vous a avalé ou que vous avez vous-même avalé, que vous avez fait vôtre. Et c'est avalé par cette pierre que vous avez vécue toutes ces années avec le réalisateur Bertrand Blier, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est décédé au mois de janvier. Blier, avec lequel vous avez eu votre fils. Et que vous avez tourné ces films, 3 films, une relation d'emprise et de soumission, y compris chimique. Vous dites aujourd'hui à ceux qui regardent les films, et notamment mon homme, qu'ils doivent avoir conscience que ce qu'ils regardent, c'est de la torture. Oui. Oui. Blier, je vivais avec lui depuis déjà quelques années. J'avais déjà fait 2 films avec lui et un enfant. Et c'était un réalisateur... qui me dévorait, pour qui j'étais l'objet de tous ces délires, de tous ces fantasmes cinématographiques. Et pas que. La vie était un terrain d'essai pour lui. Et quand il a écrit cette histoire de mon homme qui raconte l'histoire d'une pute qui aime faire son métier. Moi, je voulais pas du tout jouer ça. Je suis pudique. Je voulais jamais faire des passes de pute devant l'homme avec qui je vivais. Ça m'amusait vraiment pas, quoi. Et puis, il me traitait de folle. Il me disait que j'avais du pu dans la tête. Et quand je dis qu'il me traitait de folle, c'était grave pour moi parce que je viens d'une femme qui était folle et ma terreur dans la vie était d'être comme elle et de potentiellement faire du mal à mon fils autant que ma mère avait pu m'en faire à moi par son désespoir, quoi. Et Blier, pour arracher mon consentement, m'a
traîné de force chez un psychiatre de star. Et ils se sont entendus entre hommes pour me mettre sous neuroleptique pendant plusieurs années, pour que je me taise, pour que je me soumette, pour que je fasse ce film-là. Et chaque jour, il fallait que je sublime ce qui me faisait horreur. Après, le film est sorti, ça s'est mal passé. J'étais insultée dans la rue, j'ai même été frappée par des gens. Blier a jamais pris ma défense, il n'a jamais assumé son projet. Et c'était, encore une fois, la femme qui portait la honte. Peut-être comme les putes, on les hait. On va à elles, mais on les hait. Moi, les gens me parlaient plus, je pouvais plus aller, je sais pas, faire des courses dans les magasins, acheter de la viande chez le boucher. Les gens me parlaient pas. Et puis, heureusement, je crois que j'ai atteint le fond avec ce film-là. Le fond j'avais le fond de la résistance au mal. Je pouvais plus, et à un moment, je suis partie, voilà. Pourtant, votre participation au film de Blier vous ont valu les honneurs de la profession. Oui, mais ça m'a pas rendue heureuse. Non, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a compris, personne n'a vu, personne n'a su. C'était... Non, personne n'a vu qu'il m'avait déchiqueté. Personne n'a voulu voir. Personne n'a voulu voir. Vous n'avez pas donné à voir. Je trichais, je faisais... on n'a pas tellement d'autres... D'abord, j'avais pas tellement d'autres solutions que d'essayer de jouer bien. Et de jouer donc comme si cette histoire-là était ma propre histoire, ce qui a pu laisser croire beaucoup de gens du cinéma que je m'étais délectée de cette suite d'humiliations. Et ils m'en ont d'ailleurs tenu, ils m'ont rendu responsable de ce film, comme si c'était moi qui l'avais écrit, pensé, imaginé. Et puis oui, c'est pas seulement une affaire de pudeur, c'est, je crois, une affaire de solitude. C'est que quand on est... Il y a un niveau de solitude qui fait qu'on peut plus parler. Et au milieu de tous ces gens qui applaudissaient le fait d'humilier une femme, de la rabaisser, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est tout seul ? Vous avez eu un prix d'interprétation à la Berlinale. On évoquait tout à l'heure Fanny Ardant. Vous dites à propos de Mon homme, du film, j'ai servi d'instrument de propagation à ce moment-là à la culture du viol. Oui. Moi aussi. Pourquoi vous dites moi aussi ? Non, vous aussi, je veux dire, parce qu'on évoquait Fanny Ardant tout à l'heure. À ce moment-là de votre vie, vous avez servi, malgré vous, à propager cette culture. Oui, j'ai été l'instrument d'un imaginaire mortifère. Et j'ai accepté ça. J'ai accepté ça. Alors, pour Mon homme, j'ai accepté ça parce que là, vraiment, j'étais soumise à... j'étais... En effet, il m'a fait prendre des neuroleptiques qui ont ratatiné mes résistances. Mais dans les autres films que j'ai fait avec lui, 1, 2, 3 soleils ou même Merci la vie, je me suis pas rendu compte. Au début, je me suis vraiment pas rendu compte que cet homme-là racontait des histoires dégueulasses, quoi, et qui se servait de moi pour les éclairer. Vous en avez aujourd'hui une forme de culpabilité ? Non. Comprendre, comme j'ai tenté de le faire dans le livre, chasse la culpabilité. C'est remplacé par de l'intelligence, par... j'ai même plus vraiment de colère envers tous ces gens. Vous avez quoi ?
Ben, bizarrement, depuis que le livre est sorti, ça fait 1 mois à peu près, c'est bizarre, c'est comme si cette chose qui avait rempli toute ma vie quasiment était très loin. Comme si j'avais déposé un sac, et comme si aussi le fait d'être cru, et là c'est pas par la famille, c'est pas par le milieu, c'est pas par tous ceux qui m'ont fait du mal, mais par la société qui a accueilli ce livre avec tellement de chaleur. Tout ça fait que aujourd'hui c'est comme si depuis la sortie entre le moment où le livre est sorti et aujourd'hui, c'est comme si 20 ans s'étaient passés. C'est loin. Je suis très paisible et j'ai pas de culpabilité. C'est pas à moi de l'avoir, non. Avant d'écrire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dites que vous aviez la bouche cousue. C'est l'image que vous utilisez au début du livre. On me l'avait cousue et je n'avais pas arraché les fils pour parler. Quelqu'un, me semble-t-il, qui a participé à ce que vous arrachiez ces fils. On l'a croisé tout à l'heure en image au moment du procès de Pardieu. C'est votre compagnon, le mathématicien Michel Brouet, qu'on a déjà reçu ici dans Parlons-en, qui est très engagé aussi dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, auquel vous consacrez des pages lumineuse de ce livre, comme celle d'ailleurs sur votre fils, ou comme votre amie Sarah Moon qui a fait le portrait qui est sur la couverture. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire un mot de la photo que vous avez choisie pour illustrer ce livre? Il y a quoi dans ce regard d'Anneau Grimbert? On me dit qu'il y a une infinie tristesse. Moi, je ne me rendais pas compte. Ce que je crois, c'est que Sarah Moon, qui est une très très grande amie, avec qui j'ai souvent fait des photos, elle a le génie de capter quelque chose de votre âme. Et même si cette femme était, je sais pas quel âge j'ai, je dois avoir 35 ans, un truc comme ça. Mais mon âme à moi, c'est la même aujourd'hui. Sauf que je crois que cette tristesse est partie dans un fleuve, je l'ai plus. Le fleuve de boue à côté duquel vous avez longtemps marché. Quoi ? Le fleuve de boue à côté duquel vous avez longtemps marché, c'est l'image que vous utilisez. À côté duquel j'ai longtemps marché ou dans lequel j'ai plongé pour me noyer et pour noyer des sensations de dégoût. Quand je parle d'un fleuve de boue, je parle de tous ces hommes qui, comme par manie, voulaient coucher avec moi tout le temps et je savais pas dire non. J'étais leur objet. J'avais pas d'autre solution. Et plus j'étais malheureuse de ça, et plus je donnais l'air d'être heureuse et presque victorieuse de ma vie, alors que c'était un naufrage. Et vous me parliez de Michel Brouet. C'est vrai que il était pendant des années. Il m'apportait des articles qui racontaient des violences, des viols. Et presque tous les jours, il m'amenait des nouvelles informations et moi, je les repoussais. J'étais finalement assez indifférente au féminisme, assez indifférente au destin des femmes, mais parce que j'étais anesthésiée par ma propre histoire. Et à force de m'amener ces articles qui témoignait d'une vraie réalité catastrophique quand même dans le monde où la moitié du genre humain torture l'autre moitié du genre humain. La moitié minoritaire. Oui. À un moment, j'ai dit à Michel, mais arrête quoi. Tu comprends pas que c'est pas une vérité sociologique pour moi. Et en disant ça, j'ai senti qu'un mur solide s'écroulait en moi et pour laisser laisser émerger une histoire vraie que j'enfouissais depuis tellement d'années et qui était l'histoire des violences que j'avais subies et auxquelles je m'étais articulée, croyant que c'était la vie
Je croyais que c'était la vie, je croyais que c'était la vie de toutes les femmes, et pour la supporter, je jouais une forme de consentement, j'étais actrice de ça. C'est lui qui a mis les mots, et notamment Oui. le mot inceste, sur ce Oui. que vous a fait subir votre frère quand vous avez 10 ans. 12 ans, vous aviez 12 ans, pardon. Vous ne vous l'étiez jamais dit comme ça. Non, j'aurais jamais osé. D'abord, mon frère était pour moi sacré, intouchable, et puis c'était une vérité que je me serais jamais accordée. Le mot était trop gros, alors que voilà, un frère ne doit jamais toucher sa sœur. Sa sœur, c'est pas une femelle, sa sœur, c'est une petite sœur. Moi, j'aimais mon frère d'un amour pur, et je l'aimais aussi parce que j'étais sûre qu'il n'était pas comme les autres hommes à vous forcer à faire du sexe, quoi. Et le malheur de l'inceste, mais comme le viol avant, quand j'étais enfant, c'est que ces choses-là sont dévastatrices, et d'autant plus dévastatrices qu'elles se font avec amour. C'est avec amour. Mm. En tout cas, moi, j'aimais mon frère. Je l'aimais beaucoup. Lui, il a joué avec une petite. Mais quand la confiance, l'affection ou l'amour est mêlé au mal, l'inceste, c'est le mal. Quand l'affection est liée au mal, alors ça vous démolit à jamais. Parce que... et ça vous démolit à jamais, c'est-à-dire... c'est comme si on n'était plus quelqu'un, on est juste et pour toujours l'objet des autres et un objet de mépris. Vous évoquez à ce propos un sujet, me semble-t-il, largement tabou, celui de l'impossibilité d'une vie sexuelle au sens où la société l'entend aujourd'hui communément pour les femmes victimes de violences sexuelles. Vous écrivez que presque 50 ans après le viol et l'inceste, si Michel Brouet vous touche, vous dites que vous avez à ce moment-là l'âge de l'enfant que vous aviez quand il vous est arrivé tout ça. Oui, c'est je crois que c'est ça le traumatisme, c'est que le passé ne passe pas, et la force, l'enfant que j'ai été agressée, elle est là, présente, plus présente que le présent. Il me faut beaucoup de sang-froid, et d'amour, mais de sang-froid surtout, pour me dire, quand il me touche, qu'il ne me violente pas, qu'il ne me veut pas de mal. C'est inscrit en moi, c'est inscrit dans la chair. J'ai des flashs dès que la nuit tombe, dès que l'heure de l'amour arrive. J'ai des flashs d'enfants qu'on agresse, et l'enfant, c'est pas forcément moi, c'est d'autres enfants, mais ils habitent, ces enfants-là logent dans mon corps plus que moi-même. Et alors, avec tout l'amour de Michel, c'est possible parfois de passer entre les mailles de ces horreurs que je revis, mais c'est vrai que peut-être ça va encore changer, mais grâce à MeToo, grâce au mouvement MeToo, grâce à la parole des femmes, c'est comme si j'avais enfin eu le droit de dire: je veux plus que tu me touches comme on touche les femmes. Je peux plus, j'y arrive plus. Je peux plus, et je veux pas faire semblant avec toi comme j'ai fait semblant avec tous les autres. Et en fait, je crois qu'on est des millions de femmes à
à vivre ça, mais pas oser le vivre. Et moi, je peux que inviter les femmes à dire ce qui leur va, ce qui leur va pas. Parce qu'en fait, ça ouvre la voie à tellement d'autres possibles où l'amour règne là vraiment et où on invente des relations qui sont pas la répétition des violences. Parce que on n'est pas infini dans l'alphabet qu'on a des gestes d'amour, entre les gestes d'amour et les gestes d'agression. Il n'y a pas un gap immense, c'est à peu près le même alphabet. Et il faut qu'on invente des alphabets qui nous vont à nous. Et il faut il faut inviter les hommes à avoir envie de moins imposer leur sexualité. Et ce faisant, on recrée aussi une discussion qui n'existe peut-être pas, Bien ou sûr. plus, ou à demi-mot. Ouais. Il y a une autre personne, Anouk Grimbert, qui traverse votre livre. C'est votre mère, aujourd'hui disparue. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une vie cabossée, pour le dire rapidement. Vous dites qu'elle n'aurait pas eu la même vie si elle était née après MeToo. Je comprends que vous non plus, d'après ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous croyez que quelque chose a changé fondamentalement, non pas tellement dans l'expression de la violence, long est encore le chemin, mais dans la possibilité effectivement des femmes à imposer le respect? J'ai l'impression, oui, que les femmes se connaissent mieux, qu'elles se respectent davantage, qu'elles ont une possibilité, la possibilité de dire plus clairement ce qui leur va, ce qui leur va pas, et de mener leur vie. Ma mère, par exemple, aurait été une artiste merveilleuse si elle s'était autorisée à dire non? Si elle n'avait pas accepté comme un destin le fait d'avoir 4 enfants, 5 ans, le fait d'être mariée à un PDG, d'avoir seule à assumer la charge des gamins, et comme elle n'a pas su dire non à temps, elle a glissé dans le désespoir, dans la dépression grave. Elle a passé des années à faire des allers-retours constants entre les hôpitaux psychiatriques et la maison où elle était vraiment pire qu'une loque. Et j'espère vraiment que les femmes d'aujourd'hui vivront plus jamais ça. Mais je crois sentir que oui, il y a quelque chose de la société qui a changé. Peut-être pas dans tous les milieux. Il y a des milieux où quand même on considère la femme comme la prolétaire, quoi. Les violences sexuelles étant le sujet de tout milieu, toute zone géographique, toute classe sociale, toute profession, aujourd'hui comme hier. Ouais. Respect, c'est le titre de ce livre qui sort chez Julliard. Mot de cinéma, on vous retrouvera bientôt au cinéma, Anouk Grimbert, je crois, cet été. Cet été, il y a un film qui sort, qui s'appelle Les Orphelins. Et puis, je vais partir là dans quelques jours, tourner un peu avec Jean-Pierre Jeunet. Et puis, il y a d'autres films qui se préparent, des premiers films surtout. Je suis très contente de ça, que les jeunes aujourd'hui viennent à moi sans qu'il y ait aucune casserole. Ils ont un regard tout neuf sur une femme assez neuve. Ainsi, vous pouvez être tout à fait aligné dans votre jeu aussi. Ouais. Et puis je sais pas je sais pas par quelle grâce et je sais que ça vient aussi d'un travail de mon côté, mais je suis vraiment passée de la chenille au papillon. Ouais. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de Parlons-en Respect, qui est sorti chez Julliard. Merci infiniment, Anouk Grimbert. On se quitte un petit quart d'heure et on va reprendre le fil qu'on a quitté il y a 3 quarts d'heure, le fil de l'actualité internationale à partir de 11h, un tout nouveau journal. À tout à l'heure.